11h35. Eh bien, c'est l'heure du grand entretien avec ce matin un essayiste hors pair. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Vous posez votre téléphone tout de suite. Bonjour. Vous aviez été mon premier invité de début d'année. Merci d'être le dernier. Vous bouclez la boucle. Merci de votre confiance. Et j'ai envie de dire gratitude puisque vous signez justement un essai philosophique sur la gratitude. Soyez toujours reconnaissants, soyez parfois ingrats. Alors, on va rentrer dans le détail de cet essai très personnel où vous remerciez famille, amis, mais aussi d'innombrables invisibles, des artistes, la nature et la vie. C'est une ode à la vie, ce livre. Mais d'abord, on est quand même sur une chaîne d'actualité, donc je vais quand même vous poser quelques questions sur l'actualité. Et est-ce que c'est un homme à qui vous aimeriez dire merci ? Donald Trump, par exemple, qui a poussé les Européens à se réarmer à hauteur de 5% du PIB de la défense. Non. Je pense que les Européens perdent ici une occasion essentielle de faire preuve d'ingratitude. Nous ne devons rien à M. Trump, sinon nous devrions prendre conscience qu'on n'a rien à attendre de lui, absolument rien à attendre de lui. Il nous pousse à nous armer, mais à nous armer avec des armes américaines et à dépendre encore plus de lui, ce qui est une folie. Et tout ce qui s'est passé depuis quelques jours montre que les États-Unis se conduisent comme une puissance impériale qui piétine l'Europe avec un plaisir infini. Ils ont imposé à l'Europe de ne pas imposer aux entreprises américaines la taxe de 15% qui est appliquée à tout le monde, ce qui est hallucinant. Ils vont pousser les Européens à ne pas appliquer les droits et les réglementations digitales dont les Américains devraient avoir à faire les frais. Ils nous imposent des droits de douane qui sont une façon de nous faire payer leurs propres entreprises. Au fond, nous payons avec ces droits de douane de quoi permettre aux Américains de nous concurrencer. C'est de la folie. C'est de la folie. Nous sommes... vassalisés, c'est le terme. Comme le disait très justement quelqu'un ce matin, nous sommes des invertébrés. 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 Nous n'avons pas de tête, nous n'avons pas de colonne vertébrale. Et les Européens sont couchés. Le sommet de l'OTAN est une honte, bien sûr. Je suis convaincu que tous les dirigeants européens qui étaient là se disent d'abord, dans 5 ans, je ne serai plus là, donc ça ne me concerne pas. Et ensuite, on parle pour le faire taire, mais on n'appliquera pas ça. Mais en réalité, c'est un manque d'identité européenne qui est crucial. Et au moment où les Russes nous regardent et disent c'est rien, l'Europe. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'on est la première puissance commerciale du monde. On a des moyens de chantage ou de représailles à l'égard des États-Unis uniques qu'on pourrait employer. Mais non. On sait que... Comment justement vous expliquez ça, Jacques Attali ? Parce que vous dites pas de colonne vertébrale, je crois que c'est quand même au moins sur ce sujet quelque chose qu'avait le président Macron, c'est-à-dire certaines convictions. Comment vous expliquez qu'on tape si fort sur la table et que face à un puissant comme Donald Trump ou même d'autres, tout d'un coup tout ça s'effondre ? Je pense que ça tient au caractère des hommes et des femmes. On n'a pas de gens de caractère dans les dirigeants européens aujourd'hui. On a des gens de caractère aux États-Unis qui sont sur le bluff, comme M. Trump. Mais on n'a pas de gens de caractère. On a un président français qui fait ce qu'il peut, mais il n'est plus au pouvoir dans moins de 2 ans maintenant, et donc il est moins écouté. On a en Allemagne quelqu'un qui va être très bien, j'en suis convaincu, mais qui pour l'instant cherche ses marques. Et on a à Bruxelles, visiblement, une équipe faible, très faible, qui n'a pas de courage. On a une présidente de la Commission qui grignote les pouvoirs du président du Conseil européen qui devrait se faire entendre, puisque c'est le pouvoir politique européen qui devrait être entendu, mais on ne l'entend pas. Et on a une Commission européenne qui est couchée devant les intérêts américains, complètement couchée. Mais certains disent, pardon, juste petite précision, certains disent c'est de l'habileté. Parce qu'il faut flatter Trump, il adore être flatté. Donc si on veut obtenir, c'est ça la présentation ou l'excuse. C'est ça. Bien sûr, on flatte le méchant pour obtenir qu'il nous foute la paix. Absolument. C'est indigne. C'est indigne de la part. Ça marche de façon très temporaire. C'est indigne parce que plus vous flattez quelqu'un qui vous humilie, plus il va avoir tendance à vous humilier davantage puisqu'il va vous considérer comme rien. Les Chinois ont obtenu beaucoup plus des Américains en faisant ce que nous aurions fait, c'est-à-dire ils l'ont ghosté. Ils n'ont pas répondu au téléphone. Les Américains ont commencé à paniquer et là, ils ont obtenu quelque chose. Ne pas céder à quelqu'un qui vous humilie, c'est s'humilier davantage et c'est créer les conditions pour qu'il vous humilie encore plus. Donc, ce n'est pas une bonne solution.
Oui, je voulais rebondir un petit peu sur ce que Arlette soulevait, cette idée que la flagornerie, elle peut être stratégique. Mais à l'inverse, si on pousse un peu le raisonnement, qu'est-ce qu'on a à opposer à Donald Trump pour ne pas s'humilier pour obtenir de lui quelque faveur que ce soit ? Résister, tout simplement. Mais résister avec quoi, Jacques Attali ? Mais résister, tout simplement, en disant on n'accepte pas vos règles et on veut en fixer d'autres et on négocie. Mais c'est pas si on cède, on négocie rien, puisqu'on cède. Là, on a cédé sur tout. On n'a rien négocié, on n'a rien demandé. Ils nous ont demandé de ne pas appliquer la taxe sur les entreprises américaines, on l'a cédé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a obtenu en échange ? Rien. Actuellement, on essaye de se faire tout petit et de passer sans aucune réaction. On n'a rien négocié du tout, mais tout simplement parce qu'on n'a pas de puissance de négociation. On a un commissaire européen chargé de l'économie qui ne négocie pas. On a une présidente de la Commission qui ne négocie pas. Est-ce qu'on n'est pas trop nombreux pour négocier à 27 ? Est-ce qu'on peut avoir une colonne vertébrale à 27 ? Oui, en termes commerciaux, c'est l'Union européenne qui a un pouvoir. Et l'Union européenne est unie par définition. Donc on a des pouvoirs qu'on a d'ailleurs très bien utilisés sous le précédent mandat de Trump. Là, je me dis, on est en train de se faire fasciner par le boa et de ne pas réagir. C'est pas normal. Alors évidemment, on peut se dire, oui, passons sous les gouttes, c'est pas grave. Mais oui, mais qu'est-ce qui va arriver après ? Là, ils nous ont dit 5%, très bien. On se dit, on l'accepte, mais on le fera pas, c'est pas grave. Mais s'ils nous demandent autre chose après, s'ils nous disent, ah oui, mais les 5%, c'est uniquement pour acheter les armes américaines. Renoncez à vos programmes. Cette entreprise européenne, vous renoncez. Au lieu de construire une entreprise européenne de drones, vous achetez nos drones. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer à dire oui ? C'est absurde. Plus on cède, plus on fait preuve d'une gratitude injustifiée, plus on va nous en demander. Et est-ce que, qu'on soit d'accord ou pas, la solution ne se trouvait pas du côté du Royaume-Uni ? C'est-à-dire qu'a décroché son téléphone et qui a dit, bon, vous voulez négocier ? Moi j'ai un pays, j'ai un marché, négocions, et ça apporte... Exactement. Et en matière de défense, l'Union européenne plus la Grande-Bretagne, plus l'Ukraine, qui est une grande nation industrielle et une grande nation militaire, ça pèse. Ça pèse. On devrait pouvoir négocier. Les Anglais l'ont fait, très bien. Les Chinois l'ont fait, très bien. Nous, rien. Il y a un moment là où il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Ce sursaut, on en parle souvent sur ce plateau et vous y invitez souvent, mais c'est vrai que ça tarde à venir. Alors pour filer la métaphore, est-ce qu'il faut dire merci à nos politiques français ? Je voudrais vous montrer une déclaration de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui dit bientôt il y aura plus de candidats que de citoyens pour voter. Quel spectacle donne la classe politique quand il y a des dizaines, des douzaines, des quinzaines de candidats sur la ligne de départ de 2027 qui ne s'inquiètent plus aujourd'hui du pays mais de leur propre ascension politique ? C'est lamentable. C'est absolument lamentable. On a une classe politique qui ne s'intéresse qu'à des destins individuels. Tous les matins, on apprend que quelqu'un nouveau est candidat. Moi, j'en ai compté 17. Peut-être qu'il y en a beaucoup plus. Je pense qu'il y en a plus. Et ce que j'aurais aimé au moins, c'est qu'à chacun d'entre eux, on puisse attribuer une mesure phare. Monsieur Cazeneuve, pour qui j'ai le plus grand amitié et respect, est-ce qu'il y a une mesure phare ? Monsieur Cazeneuve, il veut faire ça. Monsieur Ruffin, une mesure, il veut faire ça. Non, même pas. Donc on a que des querelles d'ego, que des gens qui se placent sur la tribune, sachant d'ailleurs qu'à gauche, malheureusement, dans les circonstances actuelles, c'est pas là que ça va se jouer. Alors qu'il y a des municipales qui vont être très importantes, alors qu'il devrait y avoir aujourd'hui, et c'est ce que j'essaye de faire avec mon think tank France Positive, un vrai débat sur les programmes. Qu'est-ce qu'on propose aux Français ? Quelle réforme majeure propose-t-on ? Il ne faut pas oublier que la France est en faillite. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne à avoir un déficit de la balance des paiements, de la balance commerciale, du budget et du budget primaire. Nous sommes un pays en faillite. Qu'est-ce qu'on propose ? 17 candidats au présidentiel. C'est hallucinant. Oui. Alors, il y en a un, justement, qui a fait une déclaration qui a fait beaucoup couler de bruit. C'est Dominique de Villepin qui dit « La France n'a ni président, ni Premier ministre » et qui sous-entend donc qu'Emmanuel Macron ou d'autres avant lui ont galvaudé la fonction présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration ? Je pense qu'il n'y a plus de président de la République exerçant des fonctions de président de la République depuis 1989. Ah oui. Parce que François Mitterrand, quand il a été élu, il avait un grand programme, il l'a fait. Quand il a été réélu, il a eu beaucoup de choses à faire parce qu'il y a eu la guerre du Golfe, il y a eu la chute du mur de Berlin, on a fait des choses. Et puis après, ça s'est essoufflé. Et les présidents suivants, dont d'ailleurs M. Villepin fut Premier ministre de l'un d'entre eux, n'ont rien fait. Absolument rien. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir avec un programme, donc ils n'ont rien fait. Donc, M. Chirac I, M. Chirac II n'a rien fait. M. Jospin a fait des choses, mais il n'était que Premier ministre. M.
M. Sarkozy, il n'a pas fait grand-chose. La preuve, c'est qu'il a demandé à un de ses amis dans l'opposition, c'est-à-dire moi, de lui faire un programme qu'il n'a malheureusement appliqué que de façon très partielle. Donc il a été ingrat ? Non, c'est pas à mon égard qu'il l'a été. Il a fait ce qu'il a pu, mais c'est... non, moi je fais ça avec beaucoup de gens dans l'intérêt du pays. C'est pas personnel. Alors il dit que c'est la crise qui fait. Moi je suis convaincu qu'en crise on peut réformer encore plus qu'en absence de crise. Et M. Macron a aussi affronté un grand nombre de crises, mais la crise n'est pas un prétexte pour pas réformer. La France n'est pas, pour une raison très profonde, c'est que la France, je l'ai dit souvent, n'est pas un pays qui accepte la réforme. La France est un pays qui accepte les révolutions. Il y a eu une révolution en 1945, en 1958, en 1981, et depuis 1981, rien. De gauche ou de droite, il y aura une révolution en France. Alors, la France, pays de révolutionnaires, mais est-ce que la France, pays d'ingrats aussi ? Est-ce que vous, à la lecture de votre livre, est-ce que vous pensez bien que les Français sont ingrats envers les dirigeants, les grands patrons, l'État-providence ? Est-ce qu'on est un peuple qui manque de gratitude, les Français ? On est ingrats surtout à l'égard des générations futures. Nous sommes ingrats à l'égard des générations futures parce qu'on leur laisse un pays exsangue et dans une situation catastrophique. Regardons les faits. Nous travaillons beaucoup moins que la totalité des pays, des citoyens des autres pays de l'OCDE. Moins. Entre 10 et 15%. Nous avons une dette publique qui est une des plus élevées et qui continue à augmenter. Nous n'avons aucun courage pour faire des réformes. Nous ne faisons rien de significatif en matière climatique. On a hérité de quelque chose de formidable qui est le nucléaire, mais depuis rien de très significatif. On n'est pas ce que j'appelle en mobilisation générale pour préparer l'avenir. Nous sommes extrêmement ingrats à l'égard des générations futures. Et pourtant, et c'est une des choses que j'essaye d'expliquer dans mon livre, nous devrions être pleins de gratitude à l'égard des générations futures. Parce que c'est elles qui vont d'abord créer les conditions pour qu'on puisse vivre, payer nos retraites, c'est elles qui le feront. Et nous devrions avoir plein de gratitude pour eux qui vont reprendre le flambeau de ce que nous avons laissé. Alors, vous écrivez au lecteur, vous l'invitez d'ailleurs à vous demander, eh bien, à qui vous devez tout, à qui vous devez l'éducation, l'amour, etc. C'est très intéressant. Et vous dites, je l'invite à noter aussi ce qu'il peut faire pour réparer ce qui est encore réparable, à vivre le plaisir qu'il peut tirer de la gratitude tout en échappant à la soumission qui peut en découler. Et c'est vrai, ça c'est Corneille qui le dit aussi, on n'aime point avoir à ceux à qui l'on doit tout. C'est très intéressant de voir que la gratitude est une source de bonheur. Si j'ai de la gratitude pour quelqu'un, ça me rend heureux. Au point même que dans certains hôpitaux aux États-Unis et en Europe, on a créé un concept de gratitude gratuite. Avoir de la gratitude pour soi, en soi. Et on a constaté qu'en neurosciences, le fait de ressentir de la gratitude pour quelqu'un, ou en général à la cantonade, déclenche dans le cerveau la production d'endorphines du bonheur. Et c'est très étonnant parce qu'on a la même production d'endorphines du bonheur quand on ressent de la gratitude ou quand on crée les conditions que quelqu'un ait de la gratitude à notre égard. C'est la même chose. Mais quand tout est gratuit, finalement, quand le système français, on ne paye pas, on ne sort pas sa carte bleue, par exemple, quand on va à l'hôpital, quand rien ne coûte cher, quand tout est gratuit, est-ce qu'on peut avoir de la reconnaissance ? Ça passe aussi par le portefeuille, pardon de poser cette question, mais... La gratitude passe par la reconnaissance du fait qu'on doit à quelqu'un. Et vous avez raison de dire que quand les choses sont gratuites, on ne le ressent pas, ce sentiment qu'on doit à quelqu'un. C'est évident que quand on va à l'hôpital, on devrait avoir de la gratitude non seulement pour les médecins, les infirmières, tous ceux pour qui on doit quelque chose. J'invite chacun de ceux qui nous écoutent, ou mes lecteurs, à faire la liste des gens pour qui ils devraient avoir de la gratitude et pour qui ils regrettent de ne pas avoir eu de la gratitude. Et aussi la liste inverse des gens pour qui on a de la gratitude et pour qui on ne devrait pas en avoir, parce que la gratitude peut être extraordinairement aliénante. Si on a de la gratitude culpabilisante à l'égard de quelqu'un qui vous a... Donc on peut trahir aussi, on peut être ingrat. C'est un devoir. Disons que la gratitude est une valeur de droite et l'ingratitude une valeur de gauche, pour faire court. Mais l'ingratitude peut être parfaitement nécessaire si on veut échapper. C'est là où il faut être reconnaissant. Par exemple, à l'égard de parents, il faut être reconnaissant. Mais on n'est pas forcé d'avoir une gratitude jusqu'à l'âge de 90 ans. On peut avoir de la reconnaissance jusqu'à l'éternel. Mais on n'est pas forcé d'être tenu par la gratitude à faire ce qu'il vous demande. De même, dans un couple, on peut très bien avoir de la reconnaissance, et c'est nécessaire. La gratitude, parfois, mérite d'être
interrompue.